Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Et on est ravis de vous retrouver. Bonjour Philippe David, comment ça va? Bonjour Cécile, journée spéciale. Philippe David is back. Ah, il est de retour après une petite journée d'absence. Vous avez fait quoi? Faites-nous rêver. C'est tellement indiscret que je peux pas le dire. Non, mais je veux tout savoir. Je veux savoir s'il s'est tenu correctement, s'il a dit bonjour monsieur, au revoir madame. Je me suis très bien tenu, j'ai dit bonjour monsieur. Vous n'avez pas fait de corps à corps? Non, pas de corps à corps. Non. Pourquoi vous en avez fait hier soir? Allez-y, expliquez-nous vos soirées chaudes. Je pensais, comme vous n'aviez pas dit ce que vous faisiez le jeudi, j'ai pensé que c'était peut-être dans vos corps. Du corps à corps. Vous faites du catch, c'est ça? Non. C'est pas ça. Une journée de corps à corps, vous le surestimez quand même. Ouais. Une journée entière. Une journée entière. Bah oui, on sait jamais. Discute. Mais vous savez, il faut rêver. Moi, Rêvons. Je vous dis, chers amis auditeurs, le niveau monte. Voilà. C'est clair. Je pense que vous avez pu le constater. Vous l'admettez enfin. Oui. Ça dépend lequel niveau. Et je suis hypnotisé par le spectacle que j'ai derrière, en face de moi, le Tour de France. Absolument, parce qu'on va suivre l'arrivée. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Sachez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, Assa Traoré instrumentalise-t-elle l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme? Au lendemain du drame de Nanterre, la mère de Naël a été prise en charge par le membre du comité Justice pour Adama de lutte contre les violences policières animé par l'activiste Assa Traoré. Des militants de quartier et des personnalités comme le rappeur Rof ou encore le journaliste Taha Bouaf. Une marche de la révolte qui avait été organisée par le collectif, Philippe. Oui, Cécile, mais une marche qui, comme on le sait tous, a été le début d'une série d'émeutes qui a enflammé le pays ces derniers jours. Dans ce climat de tension particulièrement violente, le préfet du Val d'Oise a préféré interdire la manifestation. Le rassemblement et le concert prévu ce samedi à Persan, à Beaumont-sur-Oise, en mémoire d'Adama Traoré. Alors, il y a des recours en justice a priori pour que le préfet revienne sur cette annulation, mais est-ce que vous pensez que Assa Traoré instrumentalise l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme, ou est-ce que vous pensez que non, c'est logique, c'est un peu le même cas de son frère qui est tombé sous les balles de la police, même si son frère n'avait pas été tué sous les balles de la police, mais par la gendarmerie et sans aucun tir, faut-il le rappeler, mais suite à une interpellation. Venez nous le dire, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et puis la France est-elle le plus à droite que jamais? C'est le coup de projecteur des vraies voix. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, Marine Le Pen est en tête des personnalités politiques depuis les récentes émeutes. Malgré une prise de position tardive, 41% des Français se disent satisfaits par son attitude, bien loin devant celle de Jean-Luc Mélenchon ou certains leaders de la gauche, Philippe. Oui, et le leader insoumis est même devancé par Éric Ciotti, le patron de LR. Alors, et même par Éric Zemmour, 26 et 22%. Alors, aujourd'hui, si on compte du MoDem, on va dire, de la majorité jusqu'à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, ce sont 68% des sondés qui voteraient à droite. Alors, est-ce que vous pensez que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui? Parce que là, on est vraiment à la majorité des 2/3. Ou est-ce que vous pensez que non, c'est juste un accident de parcours et qu'on verra aux européennes que peut-être la gauche va, comme on dit à Toulouse, se refaire la cerise? Venez nous le dire au 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile. Philippe, vous êtes c'est votre dernière, si j'ose dire, avant des retrouvailles en septembre. Oui, je l'espère. Oui. Fin août. Croisons les doigts. Elisabeth Lévy est avec nous. Surprise partie. Directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Ça va très bien. Voilà, bienvenue en tout cas. René Chiche est avec nous, le René Chiche du vendredi, directeur des rédactions du groupe Entreprendre. Bonsoir. La Fontresse époustouflante. C'est ça. C'est ce que vous avez dit, Philippe, époustouflant. Mais ça fait un certain temps, Cécile, que je vous fais le reproche amical d'avoir abandonné les hyperboles sur lui. C'est vrai, sauf que c'était grand, gros, tout ça. Voilà. Et en fait, vous savez, c'est comme l'amour, c'est-à-dire qu'il faut doser. Si vous êtes toujours dans l'escalade, à un moment donné. C'est vrai. Oui, je ne peux plus assurer. Et donc, si en septembre, je l'aurai par surprise. Et il a fini par y croire. Ouais, il a fini par y croire. Ouais. Donc, faut qu'il démelonise, comme on dit, qu'il redevienne normal, et peut-être que ça ira. Et puis notre auditeur du jour, Richard, est avec nous, de Toulouse, 0826 300 300. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes prêt pour cette soirée vraie voix avec le qui c'est qui l'a dit à 17h50 à peu près? Ouais, et puis j'écoutais, je suis content qu'il y ait Elisabeth, on va dire la dent dure avec un cœur tendre. Voilà. Merci, alors Richard. Je suis charmé. Vous Merci. restez avec nous, allez tout de suite, on part au Tour de France.
Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son tour de France. Bonsoir Vincent Barthaud, l'arrivée de l'étape Mont-de-Marsan-Bordeaux, 169,9 km et ça va se régler au sprint. Oui, un peloton compact, on passe exactement sous le dernier kilomètre. Il a fait très très chaud sur cette étape de Mont-de-Marsan. Bordeaux, on a cru que ça allait être une étape un petit peu tranquille, mais non, il y a beaucoup de coureurs qui ont tenté de faire cette échappée. Et le dernier, ça a été le coureur, le Français, le Petit Latour, alors que là, le sprint est envoyé par Mathieu Van Der Poel pour Jasper Philipsen, le maillot vert du Tour de France. Van Der Poel qui fait un énorme travail. Il y a aussi Jacobsen, le coureur de Uno, sur le côté à gauche qui revient vraiment très très fort. Mais Van Der Poel emmène toujours Philipsen jusqu'au dernier 300 mètres. Le sprint est lancé. On se regarde dernièrement lui aussi. Binyam Girmay qui rejoint derrière. Une surprise Cavendish qui est en train de lancer le sprint. Cavendish, maintenant il se fait reprendre par Philipsen. Philipsen qui est vraiment le roi du sprint sur le Tour de France. Le maillot vert qui remporte sa 3e étape sur ce Tour de France. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Merci beaucoup Vincent. Merci. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Et c'est l'actu du jour. Écoutez. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, parce que Toto Cutugno fête ses 80 ans aujourd'hui, alors qui a écrit un nombre de tubes considérable. J'étais indien, c'est lui. Il a dit, j'ai pas entendu. Non, mais parce que c'était pas très original. J'ai dit Toto Cutugno, il a enchaîné, je me peux finir ma phrase. On le savait tous. Oui, on le savait tous, mais le problème c'est que vous êtes à 2,50 m du micro, donc. Oui, donc on vous entendait pas. Voilà, là, on vous entend. Et alors, il a 80 ans aujourd'hui, et il a composé un nombre de tubes colossal. L'été indien, voici les clés. Revient Hervé Villard et vraiment comment tu vas. Ça c'est Jodassin ça. Voilà. Il n'a pas fait Cécilia, non? Non, il l'a pas. Non, c'est pour ça que je lui en veux beaucoup. Allez, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous les requérir contre ceux qui se flattent de ne jamais changer d'avis. Oui, en fait, j'ai eu une sorte de révélation nocturne parce que tout à coup, je me suis rendu compte que je n'aimais pas les positions essentielles de la gauche et de l'extrême gauche, mais je me suis rendu compte aussi que je ne raffolais pas non plus parfois des positions de la famille conservatrice, que parfois je la trouvais un peu lassante, un peu monotone. Au fond, je me disais, je reproche à l'extrême gauche d'exister dans tous ces registres parce que les positions sont les mêmes, et je me suis dit, mais au fond, dans la famille conservatrice, j'ai des noms dans la tête, j'ai des écrits dans la tête. Je trouve qu'on n'est pas plus originaux et inventifs parfois qu'on ne l'est à gauche et à l'extrême gauche, mais même si je me sens naturellement plus accordé avec la famille conservatrice. Je me demande si on n'est pas en train de se mettre dans un lit douillet et confortable à cause des délires de la gauche ou de l'extrême gauche, en se surestimant un peu à droite. Elisabeth Lévy. Pour résumer, moi ça fait longtemps que ça m'inquiète, c'est que j'assiste à la naissance d'un politiquement correct de droite. L'entre-soi, la certitude, la conviction d'être meilleur moralement, si vous voulez, on conduit la gauche, je veux dire, à vraiment se crétiniser, parce que, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot pour un certain nombre de ces représentants, et ils produiront le même résultat sur la droite. Parce que, et j'en reviens à votre première chose, parce que précisément, je pense que on a atteint à gauche un niveau de négation du réel tout à fait sidérant. Mais malgré tout, si vous voulez, si on n'entend pas, il y a des arguments, par exemple, avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, qu'on peut entendre. Si vous voulez, je m'abjure d'ailleurs moi-même. Et là où Philippe a raison, si vous voulez, c'est que chacun est dans son couloir, dans ses certitudes, et ça ne produit pas un débat, ce qu'on appelle l'engueulade civilisée, si vous voulez.
Oui, enfin, chacun est dans ses certitudes, mais c'est toujours quand même bien d'avoir des convictions qui durent. On n'est pas obligé de non plus changer d'avis au fil de l'actualité, au fil des événements. En plus, moi, je trouve que dans les deux camps, il y a souvent des gens qui peuvent changer d'avis, qui ne sont pas tout le temps sur les mêmes convictions. On voit à droite des gens qui sont emmenés sur un mode très un peu à gauche et qui reviennent ensuite vers un mode plus sécuritaire. On voit à gauche des gens qui sont très ouverts sur le plan libéral et qui reviennent tout d'un coup vers un mode plus tout État. Donc moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve que dans la classe politique, moi, je la trouve pas si crétiniste que ça. Je trouve que c'est quand même un petit peu virulent de dire ça, si je peux me permettre. Je trouve qu'on peut avoir du respect un peu pour la classe politique. Il y a des fois dans la classe médiatique aussi des gens qui sont quand même assez crétinistes. C'est vrai, j'ai peu de respect pour Louis Boyard, je le reconnais. Non, mais c'est marrant parce qu'il dit dans les médias de crétin, mais Elisabeth, je ne prends pas un exemple de Louis Boyard. Là, moi, c'est à eux que je pensais. J'ai pas parlé de tout le monde. J'ai dit il y a certains spécimens. Ah bah oui, mais d'accord. Si vous éliminez le plus remarquable. Non, mais on peut, bien sûr, on ne peut pas généraliser. Vous voyez, mais j'ai pas généralisé. J'ai parlé de certains spécimens. Oui, mais si, parce que vous dites quand même la classe est un peu crétiniste quand même. Si, non, elle a dit certains. Non, pardon, je n'ai pas parlé de la classe politique. J'ai parlé de la gauche. On a le temps. Et j'ai parlé de certains. J'ai parlé de. Non, je suis navré. J'ai parlé. À gauche, tout le monde n'est pas crétiniste non plus. S'il vous plaît. Non, mais vous pouvez critiquer ce que je dis, mais à condition de critiquer ce que j'ai vraiment dit. J'ai parlé de certains éléments de la gauche. Ma chère Elisabeth, non seulement je vais critiquer, mais je vais aussi argumenter parce que j'ai le droit d'argumenter. Vous avez critiqué des choses que je n'ai pas dites, et ça, je vous assure, ça m'a Philippe Mais bon, il n'y a pas à être d'accord ou pas, on est dans les faits là. J'ai dit certains éléments de la gauche. Allez, Philippe Bilger. J'ai plutôt entendu la gauche. Vous avez mal entendu, je vous le dis. Arrêtez d'insister parce que là, ça m'énerve. Ça se voit pas. Elisabeth, je ne suis pas là pour vous énerver. Je sais discuter. Alors si parfois quelqu'un peut vous contredire avec une certaine délicatesse et une certaine bonne humeur, eh bien je serai celui-ci aujourd'hui. J'ai vraie voix. Je sais ce que je dis. Mais je vous aime beaucoup, Elisabeth. Non, c'est vendredi aujourd'hui. Ah, je l'énerve. Bon, les enfants, on y va. Allez, on va dans un instant le grand débat du jour, juste après les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Et ce débat, Assa Traoré instrumentalise-t-elle finalement l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme? C'est une question volontairement un peu cash, mais on a envie de vous entendre sur ce sujet. Et le numéro de téléphone, Philippe le connaît par cœur. 0826 300 300. Oh, c'est bravo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est vendredi, c'est la dernière de cette émission pour la saison. Je vous rappelle qu'à partir de lundi, Frédéric Brindel et notre amie Judith Belair seront en direct avec vous de 17h à 20h. Les B2. Les B2 ? Oui, Brindel et Belair, B2. Ah, les B2, c'est joli. Les bébés, oui. Ah, c'est pas mal. Les bébés seront avec vous dès lundi pour nous remplacer. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy et notre ami René Chiche, bien entendu, the famous René Chic. Dans un instant, le grand débat du jour. Assa Traoré instrumentalise-t-elle l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme? 0826 300 300 vous attend au standard. En attendant, les 3 mots dans l'actu, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont hommage, donut et pornographie. Hommage national à Léon Gauthier, dernier survivant français du débarquement. Tout son destin nous indique le chemin du salut pour notre patrie, déclare Emmanuel Macron à Ouistreham. Vous me faites penser à un donut rond, sucré et creux à l'intérieur. L'insulte qui ne passe pas en plein conseil d'arrondissement à Marseille. Une élue annonce déposer plainte. Et puis 5 sites porno obtiennent un sursis de la justice aujourd'hui face aux demandes de blocage de l'Arcom. Le régulateur des médias leur reprochait de ne pas bloquer réellement leur contenu pour les mineurs, mais il faudra attendre les précisions du Conseil d'État. Les vraies voix Sud Radio. Un cercueil drapé d'un drapeau tricolore porté par des militaires en béret vert sur une plage normande. Cette même plage de Ouistreham sur laquelle Léon Gauthier débarquait il y a 79 ans. Vêtu d'un béret similaire, la France rendait un hommage national aujourd'hui au dernier survivant français du débarquement. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Il y a 4 ans, ici même, il fut demandé à Léon Gauthier ce qui avait traversé son esprit au petit matin du 6 juin 1944. Quelques secondes avant de poser le pied sur la côte normande et d'affronter l'ennemi. Ce jour-là, disait Léon Gauthier, nous avions décidé que nous ne rembarquions pas. Ce nous désignait les 177 du commando Kiefer. Cette troupe d'élite de Français de toutes origines et de toutes conditions. Des Français, quelques étrangers, qui refusaient l'occupation de leur patrie, celle dont ils avaient hérité ou qu'ils avaient choisi.
Léon Gauthier avait rejoint De Gaulle à 17 ans en 1940. Tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie, a aussi lancé le chef de l'État dans une allusion aux violentes émeutes qui ont secoué la France il y a quelques jours. Un hommage ô combien mérité, mais au risque de vous choquer, je suis toujours un peu agacé, alors que je porte au plus haut l'oralité, par ces discours trop bien léchés à l'occasion de cérémonies. Comment dirais-je, je préférais plus de spontanéité, plus de liberté. Le président serait capable, à la limite, en ayant connaissance de cette formidable vie, d'improviser. Tout ça donne l'impression un tour un peu apprêté. Trop scénarisé peut-être. Moi, ce qui me choque plus, et là, je suis un peu d'accord, cette emphase un peu devient un peu, il y a presque un peu, parfois pas là, mais parfois il y a un peu de ridicule, tellement on est dans l'emphase et le lyrisme un peu de commande. Mais ce qui me gêne plus, si vous voulez, je suis sûr qu'Emmanuel Macron est sincère. Le problème, si vous voulez, c'est que ce qu'il défend là, ce qu'il porte au nu là, il passe son temps par ailleurs à l'ignorer, ou voire à le laisser détruire, voire lui-même à participer à le détruire de l'autre. Pour être, je veux pas être sévère, si vous voulez, mais je ne vois pas Emmanuel Macron, si vous voulez, résister à la doxa ambiante. Je le vois souvent se soumettre, si vous voulez, à des idées, à l'idéologie, et voilà, donc je suis pas sûr, si vous voulez, qu'il soit absolument raccord avec ce que lui-même dit. René Chiche. Je suis d'accord avec Elisabeth et Philippe. Elle l'a dit, Elisabeth. Absolument. Non, mais en plus, moi, je suis un peu lassé par ces commémoration macroniste. En plus là, j'ai l'impression qu'il veut se refaire un peu une santé. C'est après chaque événement un peu tendu, une commémoration arrive, et là, on a l'impression effectivement qu'il est dans son élément. Et comme vous avez dit, c'est toujours très théâtral. J'ai un peu regardé le discours aussi, c'était pas très réussi. La façon donc moi, je suis un peu lassé de ces commémorations de Macron. On peut quand même rendre hommage à ce monsieur au passage, parce que c'est quand même extraordinaire. Je vais faire une remarque courte. J'étais sur les places du débarquement il y a 3 semaines et j'ai appris une chose, c'est que le jour du débarquement, De Gaulle a refusé de saluer les commandos kiffeurs parce qu'ils étaient sous uniforme britannique. Et certains commandos kiffeurs avaient été humiliés du fait que De Gaulle ne vienne pas les saluer. Vrai, je ne le savais pas il y a encore 3 semaines et ça m'avait, je dois le dire, beaucoup choqué. Il avait quand même un fichu caractère de cochon. Oui, parce que c'est la seule troupe de l'armée française, les commandos marines, qui portent le béret à la britannique, penché de droite à gauche et pas de gauche à droite. On passe au deuxième mot. Une élue marseillaise annonce porter plainte après s'être fait traiter de donut. Oh, c'est drôle, en plein conseil d'arrondissement. Oui. Et c'est très drôle, vous allez voir. Oui, on dirait un sketch, vous allez l'entendre. Doudja Boukrine avait été élue sur la même liste que le premier adjoint d'hiver droite des 13e et 14e arrondissements de Marseille lors des dernières élections municipales. Sauf qu'elle vient de changer de camp il y a quelques semaines, de rejoindre le printemps marseillais. Et depuis ça, eh bien, l'ambiance est devenue visiblement très tendue entre eux deux. Doudja Boukrine a même fini par se lever en prenant son sac pour quitter la salle du conseil, indignée par les colibés du premier adjoint. Ambiance. Madame Boukrine, vous me faites penser à un donut. Marquez-le bien. Rond, sucré et creux dedans. Voilà la réalité, Madame Boukrine. Voilà, levez-vous. Levez-vous. Monsieur Dieu. Madame Boukrine. Écoutez, stop. Mais bien sûr, vous faites du sucre? Oui. Mais moi je suis diabétique. Si vous sortez, vous me manquerez pas. C'est pas grave. Allez, au revoir, Madame Boukrine. Vous avez trahi tout le monde. Ne l'oubliez pas, Madame Boukrine. Traîtresse, une fois, traîtresse toujours. Allez, zou. Allez, au revoir, Madame Boukrine. Joyeuse Pâques et bonne Aïd. Et saluez votre collègue, celui qui est assez lâche pour pas venir au conseil. Oh, c'est sûr qu'il travaille beaucoup. Oh là là. Voilà, ambiance, je vous le disais, ça c'était le 28 juin. Mais en plus, c'était pas la première fois que je comprends pas qui est l'élu qui est Madame Boukrine. Je comprends rien. Alors, Madame Boukrine est une conseillère d'arrondissement. Et celui qu'on entend, Denis Rossi, c'est le premier adjoint des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Il s'en prend à elle, vu qu'elle a changé de camp, vu qu'elle a changé de groupe au sein du conseil d'arrondissement. En plus, des internautes, sans doute marseillais, ont repéré que c'était pas la première fois qu'il s'en prenait à elle, qu'il se moquait d'elle comme ça en plein conseil. Mais qu'est-ce qu'elle a, Madame Boukrine? Mais il faut prendre les cachets. Il faut prendre des cachets. Il y a le Prozac pour ça.
Enfin, restez calme, vous allez vous faire un mal, pas au cerveau, ça, il n'y a pas de risque. Mais c'est possible que ça fasse du bruit comme ça. Voilà, Doudja Boukrine en tout cas annonce porter plainte pour ce qu'elle qualifie de propos sexistes sur le donut. C'est vrai qu'on dirait un sketch. On dirait un film de Pagnol. C'est ce que je pensais. Mais en même temps, il a du talent, le gars. Mais je comprends qu'elle le prenne mal. Ah oui. Alors moi, je comprends qu'elle le prenne mal, surtout que ça dure un peu longtemps. Oui. Parce que là, franchement, au début, on a l'impression et ça donne finalement. Au début, c'est marrant, et à la fin, ça donne l'impression d'un type en fait qui appuie, qui en fait où le rapport de force est plutôt pour lui, si je comprends bien, si j'entends bien la scène. Surtout qu'il a un micro et elle pas. Voilà. Vas-y alors, pardon. Non, c'est vrai. D'abord, il a le micro, il en profite. Elle, on entend à peine de loin. Puis en plus, je trouve qu'il est quand même à un moment donné un petit peu quand même très méprisant. Ouais, méprisant quand même. Des choses comme ça, c'est un petit peu quand même méprisant. Vous n'avez pas de cerveau, etc. En même temps, il s'amuse bien au conseil municipal de Marseille quand même. C'est vrai qu'on dirait un sketch. On dirait un sketch. Allez, le troisième mot, c'est pornographie. La justice reporte sa décision quant à la demande de blocage des 5 sites. Les amateurs de Pornhub, Xvideo, Tukif, XNXX et Xhamster peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Les sites restent en ligne pour le moment. En tout cas, le tribunal judiciaire de Paris reporte sa décision concernant la demande de blocage formulée en 2021 par l'Arcom, le régulateur des médias, l'ancien CSA. Il leur reproche de ne pas réellement bloquer l'accès à leur contenu pour les mineurs. Le tribunal décide en fait d'attendre l'examen par le Conseil d'État de plusieurs recours contre le décret qui impose une vérification de l'âge des visiteurs. Sur le fond, le Conseil d'État va vérifier si le principe de sécurité juridique des entreprises est respecté et si les systèmes envisagés par le régulateur sont bien conformes à la réglementation sur les données personnelles. La justice a retardé son jaillissement. Bravo Philippe Bilger, bravo Philippe. Je ne citerai pas les noms, mais ils sont imprononçables. Elisabeth Lévy était surprise par Xhamster. Je te rappelle, c'est un site cochon d'Inde. Ce que je comprends pas, c'est que 5 sites simplement. 5 sites qui vérifient pas assez l'âge des visiteurs. Il y a tellement d'autres sites qui... Oui, mais peut-être que les autres sites vérifiaient mieux. C'est-à-dire qu'ils constatent que ceux-là n'avaient pas de vraies mesures pour vérifier l'âge. Je ne sais pas comment on peut faire, mais je pense que c'est quand même très important de distinguer. Je ne sais pas si c'est possible de restreindre l'accès aux mineurs, mais moi, je pense qu'un régime qui commencerait, si vous voulez, à se mêler de ce qu'est la pornographie pour les adultes, là, ça deviendrait très inquiétant. Non, mais j'imagine qu'ils ne doivent pas avoir la même mention de avez-vous 17 ou 18 ans, c'est ça. Mais il y a des pulsions d'interdit de tout le porno. Il faudrait qu'il y ait une loi pour Philippe David. C'est ça. Allez. Vous restez avec nous. Yourcenar avait des toilettes particulières à l'Académie française. Allez, on reste ensemble. Les amis, on y va. 0826 300 300. Vous voulez réagir à notre débat dans quelques instants sur Assa Traoré, instrumentalise-t-elle finalement l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme? 0826 300 300. On en parle dans quelques instants avec Elisabeth Lévy, avec René Chiche et avec Philippe Bilger. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très bien accompagné dans les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, avec René Chiche et Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. Notre Richard de Toulouse qui est avec nous et qui est notre vraie voix du jour. Et tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et au lendemain du drame à Nanterre, la mère de Naël a été prise en charge par les membres du comité Justice pour Adama de lutte contre les violences policières, animé par l'activiste Assa Traoré, des militants des quartiers et des personnalités, et aussi des journalistes. Une marche de la révolte avait été organisée par ce collectif, Philippe. Oui, une marche qui, comme on le sait tous, a été le début d'une série d'émeutes partout en France. Dans un climat de tension particulièrement violente, le préfet du Val d'Oise a préféré annuler la manifestation, le rassemblement et le concert prévu demain à Persan et Beaumont-sur-Oise en mémoire d'Adama Traoré. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Assa Traoré instrumentalise l'affaire Naël pour entretenir le communautarisme? Oui? Non, on attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que finalement ces prises de position ne sont pas trop politiques à force? Alors d'abord, le préfet du Val d'Oise a tout à fait bien fait en interdisant cette manifestation au nom de l'ordre public, puisque le fait de l'interdire au nom de la décence ne serait pas un motif juridique. Mais ça fait longtemps que je considère que tout ce qui est mis en œuvre en hommage à Adama Traoré est un véritable scandale. Ça n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, mais il est scandaleux. Et
Sud Radio pose une question dont nos excellents animateurs connaissent évidemment la réponse. On ne peut que dire qu'Assa Traoré a un rôle très néfaste et dans l'affaire concernant son frère, et au demeurant, on attend maintenant depuis plusieurs mois que le parquet veuille enfin régler la procédure, et dans l'affaire du jeune Naël, vous rappelez par exemple la phrase d'Assa Traoré qui glisse à la mère de Naël, et puis ça va être la marche de la révolte. Donc évidemment, le rôle d'Assa Traoré est totalement négatif dans cette double affaire. Elisabeth. Pour les auditeurs qui n'ont pas suivi, qui connaissent pas bien le dossier, sur le dossier, Adama Traoré n'est pas mort parce qu'il a été arrêté, il est mort parce qu'à 3 reprises par jour de grande chaleur, alors qu'il avait le cœur fragile, il a essayé de fuir. Les gendarmes ne l'ont pas frappé, ils ont essayé de le ranimer, ils ont essayé de l'aider. Et et comme l'a dit Philippe, malgré toutes les arguties, les études maintenant, les expertises qu'on peut demander à ses copains et toutes ces choses-là complètement délirantes, si vous voulez, il n'y a rien. Les gendarmes, si vous voulez, eux ont vu aussi leur vie bouleversée, et donc c'est un scandale. Sur Assa Traoré, ce que vous avez dit là, sur sa phrase et tout, je suis d'accord. Mais Assa Traoré n'existerait pas sans la complaisance, non seulement de beaucoup de médias français qui en ont fait une espèce de d'égérie de la liberté, de la révolte contre le racisme, parfois les ministres, rappelez-vous la marche pour Adama au sortir du Covid, on peut comprendre l'émotion, avait dit monsieur Moretti, et il y a la presse américaine et les institutions américaines. Et je voudrais dire que ces personnalités qui détestent la France et qui conspirent, pas au sens de conspirer, mais qui œuvrent à sa division et à sa fragmentation, ont toujours le soutien de la presse américaine, des think tanks américains. Ils ont des bourses pour aller faire des cours, et je ne dirai rien sur Louboutin, ça c'est vraiment un crève-cœur. Non, pas du tout, pas du tout, parce que ils ont démenti, totalement démenti. Il n'y avait pas du tout c'est pas du tout une ambassadeur. Non, parce que pardonnez-moi cette erreur. Ça a été un problème d'ailleurs pour eux. Ça a été nous aimons la maison Louboutin, une maison française. C'est logique. Vous n'êtes pas à côté de Christian Louboutin. Alors, moi, vous savez, ça rejoint un peu ce qu'on se dit la semaine dernière lorsqu'il y avait la députée Nadia Hay. Vous savez, on parlait de ces émeutes. Et alors, effectivement, Assa Traoré, à mon avis, elle instrumentalise. On peut même se demander si, avec tous ces mouvements qu'il y a eu, qui étaient trop beaux pour être vrais, comme on le disait la semaine dernière, à mon avis, tous ces mouvements très bien organisés, qui allaient dans des endroits très précis, qui ont attaqué pour la première fois autant de lieux comme les écoles, comme les mairies, c'était pas vraiment le cas avant. Si tout cela n'était pas, justement, quand même instrumentalisé par Assa Traoré et sa sphère un petit peu. Mais il faut pas oublier que Assa Traoré, en plus, n'est rien sans quelqu'un qui est derrière elle. Je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Youssef Brakni, qui est un musulman, enfin, c'est pas que c'est un musulman, c'est pas que je veux dire, mais c'est un musulman anti-police, mais à 100%, qui est en fait son mentor, qui est un ancien du mouvement islamique de France, qui est quelqu'un qui a vraiment des diatribes. C'est un peu son mentor, son maître à penser, et c'est lui qui en plus, l'instrumentalise. C'est vérifié ça. Oui, vous pouvez vérifier absolument. Sans compter toute la gauche sans compter les convergences avec le parti issu de NPA, Révolution Permanente. Vous savez que Assa Traoré et ce fameux Youssef Brakni ont soutenu en 2022 celui qui voulait être candidat. Anas Kazim. Absolument. Ça n'a pas marché, mais ils ont été le soutenir. Les convergences aussi avec, bien sûr, LFI, avec celui qui voulait être député, Taha Bouaf. Il y a des énormes connexions. Qui a été écarté pour une affaire qui après n'en était pas une, exactement. etc. Alors tout ça fait que, effectivement, on peut dire qu'il y a une véritable instrumentalisation de sa part. Alors maintenant, effectivement, on n'a pas les preuves que c'est elle qui donne des ordres, etc. Et puis en plus, dernière chose, je termine, excusez-moi, je suis un peu long. Dernière chose, on se souvient de la mise en scène avec avec la mère de Naël, avec les t-shirts qui ressemblaient exactement à la mise en scène lors de la mort d'Adama Traoré. Ils ont le même avocat. Bouzereau, c'est ça, donc tout ça, voilà. Enfin bref. Allez-y, Elisabeth. En plus, quand on demande justice pour Adama ou justice pour Naël, excusez-moi, ça devient une demande totalement absurde, puisque la justice, comme nous l'a dit bien Philippe, elle est en train de passer.
pour Naël, elle va vite en tous les cas. La procédure. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas la justice. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on condamne tout de suite sur la place publique et puis voilà. C'est ça qui s'appelle justice. Mais pour bousculer un petit peu, est-ce qu'on n'a pas le droit de commémorer la mort de quelqu'un s'ils ont envie? C'est-à-dire, est-ce que Assa Traoré alors ça, parce que je suis pas d'accord avec Philippe. A le droit ou pas d'organiser une marche en l'honneur de son frère? J'ai bien conscience sûrement d'être minoritaire ou de n'être pas totalement en phase avec le consensus classique. Moi, j'aimerais qu'on distinguât finalement à la fois l'hommage, on peut rendre hommage à la mort de quelqu'un, sa famille en tout cas, je comprends tout à fait qu'elle veuille regretter Adama Traoré. Ce qui me choque, et ça dépasse très largement Adama Traoré, c'est les multiples hommages qui sont donnés peu ou prou à des destinées, et je suis poli, très singulières, voire atypiques, simplement parce que la mort les aurait ennoblis. J'espère bien que il y a quelque chose de pervers. Je voudrais vous poser une question. Elisabeth Lévy a parlé des médias américains qui nous lynchent et des think tanks américains. Et vous disiez, Philippe, que la justice ne passait pas, Elisabeth Lévy aussi, parce que il fallait pas annuler les votes. C'est pas ça qu'on a dit. La justice, pour l'affaire. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelque part leur politique, ça marche pas, puisque même Claire Hédon, la défenseur des droits, a demandé il y a quelques semaines qu'on sanctionne les gendarmes dans cette affaire? Est-ce que quelque part, les pressions que met le clan Traoré, ça ne marche pas? Défenseur des droits. Mais au contraire, ça marche. C'est ce que je dis, ça marche. Ah oui, non, j'avais pas. Le problème, ça ne vient pas des États-Unis. Il faut supprimer le défenseur des droits. Je ne comprends pas la légitimité du défenseur des droits quand nous avons une justice. Et en plus, idéologiquement, c'est marrant parce qu'ils disent défenseur des droits. Pour eux, droit, c'est intransitif. Si vous voulez, il n'y a plus de droits. C'est des droits absolument universels. Juste, j'aimerais avoir une controverse avec Philippe. Oui. Si je peux avoir une controverse d'une minute avec Philippe, ou en tous les cas lui faire. Moi, je déteste ces gens. Je suis horrifié, évidemment, par Covid, ils n'avaient pas manifesté, mais je suis plutôt favorable dans l'ensemble à ce qu'on pousse très très loin, le plus loin possible, les limites de la liberté d'expression. Donc. Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations? Ce qui en plus, après, ils nous enquiquinent à faire les martyrs, je sais pas. Je suis partagé entre mon envie de pas les voir J'ai mais je peux dire un mot là, vite fait, parce qu'il y a Richard qui nous attend au standard. Juste un mot. Allez-y. En une seconde, j'ai en horreur les émotions collectives qui servent à substituer à l'action. Les marches blanches, tout ça, j'ai ça en horreur. Les trucs. Moi aussi, mais est-ce qu'il faut les interdire? Très court. Alors moi, je suis d'accord avec Elisabeth là-dessus. Moi, je trouve que c'est une erreur d'interdire cette manifestation. C'est une manifestation pour Adama, en mémoire du frère. Vous voyez, parce que si, alors, on l'interdit au nom de quoi cette manifestation? Après Naël, c'est juste a priori risque trouble à l'ordre public. Non, mais c'est la démocratie. La démocratie, il y a des risques. Toute manifestation, il y a un risque. On peut pas. À ces conditions, c'est la porte ouverte à plein d'interdictions. Alors attendez, hier, Macron, ou avant-hier, a naïvement, à mon avis, même si je suis plutôt pro-Macron, vous le savez, mais a naïvement voulu interdire l'accès aux réseaux sociaux. Alors maintenant, on veut maintenant aussi interdire des manifestations sous prétexte que peut-être il y aurait un problème. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une erreur. Allez, 0826 300 300 avec Richard qui veut réagir. Richard. Oui, je pense que vous avez dit beaucoup de choses et beaucoup de vrai. Moi, je pense qu'il faut surtout pas perdre de la liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand danger qu'on ait. Aujourd'hui, avec des incidents, on s'aperçoit qu'on grignote les incidents causés par une minorité, on grignote la liberté de beaucoup et de tous. Je crois que la population vieillit, on sait. Nos aînés, donc je suis pas très loin, ils veulent de la sécurité, surtout de la sécurité. Et les jeunes, il faut pas qu'ils se fassent avoir, parce que il nous faut de la liberté pour entreprendre, pour faire, pour vivre. Il y a quelques risques, et moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut laisser cette manifestation se faire. Et après, pour ce qui est d'Assa Traoré, elle est pipolisée. Aujourd'hui, elle utilise le décès de son frère pour devenir une pour icône. nous, c'est vu du commun des mortels français. On s'est dit, elle a soigné son look et en fait, elle l'utilise. Et moi, quelque part, je sais pas si lui, là où il est aujourd'hui,
il apprécierait qu'on ne cesse d'utiliser sa mort et pas le reste de sa vie pour lui rendre mémoire. Elle a dit, ça fait 7 ans qu'on marche et la préfecture a toujours été satisfaite de la manière dont on gère l'événement. Est-ce que justement, de l'empêcher, Philippe Bilger, ça peut créer des émeutes? Sûrement, mais encore une fois, je comprends qu'on l'interdise après la mort de Naël, et j'ajoute même que ça ne me gêne pas en soi. Il faut bien voir que cette interdiction de manifestation, elle arrive à l'issue d'un processus où depuis 7 ans, alors qu'une procédure judiciaire est engagée, on a une absolue partialité politique, médiatique, judiciaire, même si les magistrats font leur travail, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de prendre une décision, non d'une pipe, qu'ils décident, qu'ils tranchent, on fait un non-lieu, s'il n'y a rien à reprocher aux gendarmes qui ne sont même pas mis en examen, on en termine. Non mais excusez-moi Philippe, vous connaissez la réponse. Ils ont peur du chantage, ils cèdent depuis des années, comme vous le dites, le dossier devrait être clos. Les gendarmes innocentés complètement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ils ne sont pas mis en examen, ils ne sont pas poursuivis. Mais on ne le fait pas parce qu'on a peur de l'émeute. Et j'ajoute que bien sûr, on a le droit d'avoir de la peine pour ses proches qui sont morts. Mais comme l'a dit Philippe, si vous voulez, c'est bien triste pour Adama Traoré qu'il n'ait pas pu, peut-être aurait-il pu emprunter une autre voie, il était jeune, mais ce n'est pas sa mort qui fait de lui un petit saint. Si vous voulez, dans la cité où les gendarmes, moi j'ai parlé avec eux, dans cette cité, si vous voulez, tous les frères Traoré, ils les connaissaient tous très bien. Sauf un, peut-être sans doute, mais qui n'était pas là, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, je veux dire, c'est bien triste qu'ils soient morts, mais la façon dont ils demandent, ils ne veulent pas la vérité. Leur comité devrait s'appeler Mensonge pour Traoré. Et vraiment, la gauche de Park Avenue, si vous voulez, qui se mobilise autour de ça, c'est vraiment eux, ça va. Vous voulez réagir, René Chiche? Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth et aussi Philippe. Non, en plus, il faut quand même savoir que Assa Traoré, avec son comité, c'est quand même quelque chose. C'est une machine assez efficace, hein. C'est vraiment une machine très efficace, c'est une machine de militants qui vont sur le terrain dès qu'il y a une bavure entre guillemets, dès qu'il y a un meurtre. Ce fameux Youssef Brakni que je cite et que vous pouvez vérifier sans aucun problème, va immédiatement voir les familles, leur donne toute l'assistance juridique, etc. D'ailleurs, c'est lui qui a été à l'origine de la mise en relation entre l'avocat Bouzrou, bien sûr, et Naël. Donc, la mère de Naël, oui. Voilà. C'est lui aussi qui, encore une fois, je me répète, hein, mais Assa Traoré, bien sûr, elle est médiatisée, etc., mais elle est elle-même instrumentalisée. C'est pas pour prendre sa défense du tout, je déteste leur argument. Vous avez l'air de les connaître. Les gauchistes jouent beaucoup moins de rôle que dans ce comité, la gannerie, etc. Non, justement, j'ai les bien sûr, vous avez tout à fait raison, pas du tout, Elisabeth. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un combat? Parce que c'est un combat, pour eux, c'est de leur côté. Oui, ils estiment que c'est un combat, que toute personne qui est susceptible de rentrer dans ce combat-là, le combat, finalement, du racisme, des violences policières. Mais sauf qu'il n'y a pas de racisme et pas de violence policière là. Tout ce qu'ils décrivent. Oui, mais leur combat, finalement, c'est pas ça, finalement, leur combat. Leur combat, c'est en fait de combattre la République, c'est de combattre les institutions. Vous savez qu'ils ont été, il y a quelques mois, à un meeting, ils ont dit il faut une révolution antiraciste permanente. Ce sont des gens quand même très virulents. Ils ont aussi quand même des relais. Alors ça, je viens de te le dire. Enfin, on le sait, je ne suis pas en train d'apporter un scoop. Le monde, bien sûr. C'est incroyable. Et dans le monde, quand même, culturel. Ladjili, le réalisateur des Misérables, qui est un très bon film, c'est quand même l'un des éléments actifs de cette affaire Traoré. Vous avez qui d'autre aussi? Quoi qu'on dise, il y a aussi les rappeurs Fianso, les rappeurs Rouf, et il y a aussi qui, depuis Los Angeles, même si c'est un acteur que j'aime beaucoup, Omar Sy est très très proche. D'ailleurs, il a fait un tweet, on l'a vu, mais il n'en a pas fait un autre pour éteindre les émeutes, etc. Ouais, mais il faut bien des oppositions. Maintenant, il se rapproche de plus en plus d'Mbappé. Il faut bien des oppositions. On est d'accord, René Chiche? Il y a un moment donné, on ne peut pas penser tous dans le même sens. Non, mais il s'agit pas de... Non, mais attendez, on peut quand même combattre les mensonges. Je suis désolé. On peut avoir des idées qu'on veut. On ne peut pas torturer les faits dans l'espace public. On ne peut pas mentir comme ils le font tout le temps avec la complicité d'un grand journal comme Le Monde. Absolument. Et je viens de vous dire qu'en plus, je suis contre l'interdiction par la préfecture de la mairie. Bien sûr qu'il faut des oppositions. Mais là, encore une fois, moi je connais un petit peu, sans être un super spécialiste, ces sphères, quoi. Ce sont des gens quand même très dangereux. Et derrière, encore une fois, je le répète, Assa Traoré, il y a quelqu'un qui s'appelle Youssef Brakni, Mouvement islamique de libération.
C'est vous qui le dites. Ah c'est pas que moi qui le dis, vous pouvez vérifier. Non mais je vous laisse, c'est vous qui le dites. C'est bien, j'apporte des informations. Ben voilà, merci beaucoup. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz de l'actu avec Philippe Bilger, avec René Chiche et Elisabeth Lévy. On revient dans un instant. Philippe David sera avec là, on parlera sport avec vous. Oh oui, on va parler sport, on va parler des femmes journalistes sportives. Ensuite, on aura un grand tour du Tour de France et le mercato footballistique qui est quand même un peu bizarre cette année. Ah, très bien. Bah, écoutez, il va où Philippe Bilger, dans quel club? Alors, c'est la guerre entre un sportif en champ. C'est la guerre entre Manchester City et le Real Madrid pour récupérer Philippe Bilger. Mais là, c'est des 3-0 le transfert. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h et tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le patron du quiz, c'est Richard, aujourd'hui, qui nous appelle de Toulouse, puisque c'est vous, cher Richard, qui allez déterminer votre adversaire, Philippe Bilger, René Chiche ou Elisabeth Lévy. Allez, Elisabeth. Alors, Richard, là, je commence à comprendre le truc. Donc, je dis merci, ça me fait plaisir que vous jouiez contre moi. Mais en plus, vous avez raison, parce que je suis particulièrement amorti aujourd'hui. Donc, vous allez gagner. J'adore cette phrase. Je suis particulièrement amorti. Oui. Allez. Vous retrouvez votre bonne humeur, j'ai l'impression. À notre contact. Voilà bien sûr. Et surtout, au petit gâteau que j'ai mangé. Voilà. Allez, on démarre. Qui c'est qui l'a dit? Il faut que tout le monde puisse se sentir français. Ceux qui ne le veulent pas n'ont rien à faire sur notre territoire. Bardella, Le Pen. Pas loin. Même parti. Tanguy. Bonne réponse, Jean-Philippe Tanguy. On est ensemble. Voilà. 2-0. Deuxième question. C'est du Philippe David. Qui c'est qui l'a dit? Concernant l'ordre républicain, toute tiédeur sera perçue comme de la faiblesse. Darmanin. Non. Retailleau. Non. Presque. Ciotti. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy, de partout, balle au centre. Question qui c'est qui l'a dit? La revendication de ceux qui cassent, c'est la haine de la France. Retailleau. Non. Marine Le Pen. C'est une ancienne ministre. Bardella, une ancienne. Morano. Bonne réponse, Nadine Morano. Décidément. Mais en même temps, pardon, mais tout le monde l'a dit ce truc. Donc, je suis sûr que Philippe avait raison aussi. Non, tout le monde l'a dit. Tout le monde a dit la même chose que Morano. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Qui c'est qui l'a dit? Nous avons un problème d'autorité dans la société. Je sais pas. Philippe Bilger. Dupont-Aignan. Madame Borne. Non, Richard, c'est pas Elisabeth Borne. Donc c'est pas Bardella. C'est pas Zemmour. Au-dessus. Marine Le Pen. Macron, bonne réponse. Emmanuel Macron. Richard, il faut qu'on aide Richard tout de même. Qui c'est qui l'a dit? En parlant du gouvernement, il en a peur, il est soumis, le pouvoir ne contrôle plus la police. Mélenchon. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Forte, hein? C'est l'interview de Mélenchon. Elisabeth, elle mange un cake. Ensuite, c'est parti, c'est fou. Qui c'est qui l'a dit sur la gestion des violences urbaines? Les habitants des quartiers aspirent à être des acteurs de la République. Ça c'est un macroniste. Ça c'est un macroniste. Guérini. Non, un socialiste. Un macroniste. Richard, c'est pas Guérini. Guérini. Non. Richard. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Elisabeth. Elle fait le trou. Alors que d'habitude, elle fait semblant de rien savoir. Qui c'est qui l'a tweeté sur le fond Marianne? Démissionner Marlène Schiappa par égard pour la mémoire de Samuel Paty. La sœur de Samuel Paty. Non. Député. Ça vient de la gauche. Clémentine Autain? Non. Mélenchon. Bernalicis. À côté de Mélenchon. C'est Panot. Panot, bonne réponse d'Elisabeth Lévy dans une forme. Comme elle parle fort, on n'entend même pas les indications de Philippe. C'est vrai. Elle est terrible. J'allais la faire briller, mais j'arrive pas. Je savais que j'allais la faire briller, me dit Richard. Merci Richard. Vous voyez, c'est pas fini. Ça n'est pas fini. Qui c'est qui l'a dit sur le baccalauréat? La réalité, c'est qu'on a mis le bac au niveau des élèves. C'est moi qui l'ai dit. C'est Elisabeth Lévy ce matin dans son édito. J'allais dire c'est excellent. On lui donne un avantage. Allez, la dernière. Allez, la dernière. Ça, ce point peut pas me compter parce que ça, je le sais. Qui l'a tweeté? Il est mort de rire, Richard. Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Bonne réponse de René Chiche. Sandrine Rousseau. 12-6 et c'est fini. Et c'est qu'est-ce qui gagne? Elisabeth Lévy, 12-6. C'est la dernière, elle fait la première fois que je gagne.
En plus, vous avec pourriez un pas truc nous- que je connaissais, à chaque fois j'ai dit au hasard. Vous ne pourriez pas nous proposer certains propos? Richard, on est désolé, mais vous avez fait gagner Elisabeth Lévy. Vous restez avec nous. Merci Richard. Hein. Allez, on vous embrasse, vous restez avec nous et vous réagissez bien entendu quand vous voulez. C'est notre grande faute, Richard. On fait une petite pause et dans un instant le coup de gueule de Philippe David contre l'hypocrisie des pouvoirs publics sur la prostitution. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec vous jusqu'à 19h pour cette dernière de la saison avec Philippe David, avec Philippe Bilger que vous retrouverez dès lundi avec Frédéric Brindel et avec Judith Belair, René Chiche et Elisabeth Lévy. Et vous au 0826 300 300, mais tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule, Philippe, contre l'hypocrisie des pouvoirs publics sur la prostitution. Oui, Cécile, c'est une enquête du journal Le Parisien qui nous l'apprend. Rien qu'à Paris, intramuros, il y a près de 450 salons de massage qui sont en fait des salons de prostitution. 7 ans après la loi du 13 avril 2016 pénalisant les clients de prostituées et 77 ans après la loi Marthe Richard du 13 avril 1946, il y a encore des maisons closes qui ne disent pas leur nom et des clients qui les fréquentent nonobstant les sanctions encourues. Et les pouvoirs publics le savent puisque dans le même dossier, le commissaire Jean-Paul Maigret, ça ne s'invente pas, assure que les forces de police en ont démantelé une centaine sur les 6 dernières années. Bref, rien n'y fait, la prostitution existe et existera toujours. Alors j'aimerais qu'on se pose la question de savoir si nos voisins comme la Belgique, l'Allemagne, la Suisse ou l'Espagne n'ont pas raison de maintenir les maisons closes légales qui rapportent de l'argent et des cotisations sociales à l'État. Ce ne serait peut-être pas moral, mais ce serait beaucoup moins faux cul. Philippe. Pourquoi pas franchement. Le retour des maisons closes, on en parle souvent. Hein, c'est un sujet qui revient. Ah, moi, je suis Elisabeth pour. Lévy. moi, je suis tout à fait pour. Je suis indigné par cette loi qui pénalise le recours à la prostitution. C'est un peu parce qu'en plus, on ne pénalise pas la prostitution, mais le fait d'y recourir. Donc en fait, vous dites que c'est légal de vendre du pain, mais illégal de l'acheter. C'est un peu crétin comme système. Et surtout, je pense que d'abord la prostitution a sauvé le mariage et la famille. Donc quand même, faut peut-être pas y renoncer. Quand vous me regardez quand vous dites ça. et je regardais Philippe David. Merci. Et puis, bon sang, bonsoir, foutez la paix aux adultes consentants. Je vais dire que oui pour la réouverture de maisons closes, évidemment. Moi, je suis tout à fait pour la réouverture des maisons closes. Non pas à titre personnel, hein, mais je suis pour la réouverture des maisons closes. Et en plus, les maisons closes, c'est quand même aussi un moyen de sécuriser les prostituées. Évidemment. Bien sûr. C'est vrai, là actuellement, les pauvres prostituées dans la rue ou dans des camions, dans des bois. Mais effectivement, dans une maison close, il y a des agents de sécurité, des services de sécurité, c'est réglementé, ce sont les métiers du sexe, après tout, pourquoi pas, qui font d'ailleurs du bien à beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui sont seuls, ou des gens qui ont d'autres envies, peut-être. Qui parfois sont malades. Ou qui sont parfois malades. Donc effectivement, moi je suis pour la réouverture des maisons closes. Philippe Bilger. Que pourrais-je faire contre tel consensus? Je préfère passer à un autre sujet. Ah bah écoutez, c'est rare. Non mais rare. cela dit, cette chasse, si vous voulez, la prostitution qui d'ailleurs n'a pas lieu en réalité, si vous voulez, vraiment absurde, et c'est vrai qu'elle pénalise beaucoup de prostituées. Maintenant, il ne faut pas avoir forcément une vision complètement misérabiliste. Vous avez effectivement beaucoup de filles, notamment des sans-papiers, des étrangères africaines sans-papiers qui sont complètement exploitées par des réseaux. Qu'il faut pénaliser, alors là, les réseaux, bien sûr. Il faudrait vraiment lutter contre, mais vous avez aussi beaucoup de filles qui font ça sur Internet, dans des conditions tout à fait safe. Après, c'est vrai que quand on les voit dans des camionnettes, quand on les voit sur Inter, machin, franchement, c'est pas cool. Non, mais et ça, il faut vraiment lutter contre. Mais celles qui ont des marques, il faut lutter contre. Il faut lutter contre ceux qui les exploitent. Ce que dit Elisabeth est juste, maintenant, il y a aussi la prostitution numérique par Internet. Il y a des étudiantes de 18-19 ans qui se prostituent via Internet, etc. Donc c'est encore une autre forme de prostitution. Et c'est pas toujours pour manger, hein. Non, en plus. Et bon. C'est un vrai sujet. C'est pour étudier. Voilà, oui. Ou pour s'acheter des sacs de luxe. Non. Ou des loups-boutins. Non, mais ça arrive aussi. Dites pas ça. Ça arrive aussi, si vous voulez. Faut pas croire, ça arrive, bien sûr. Faut pas avoir une vision uniforme, en fait. Il y a aussi des femmes qui font ça, tout à fait. Elles ont des. Bon, c'est pas. Ça nous laisse un peu pantois, nous, mais bon. Il y a aussi des hommes qui le font avec des hommes et des hommes avec des femmes. Ça existe aussi, les gigolos. C'est vrai.
Oh, bah Philippe, mais c'est vrai, des trucs à nous dire. C'est long. Allez, tout de suite. C'est long. Ouais. Et c'est payé combien Allez, le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Toujours un peu dissipé le vendredi. Et quand le ministre des Transports joue à faire des annonces dans le haut-parleur de la gare. Oui, Clément Beaune, tout content de parler dans le micro en gare d'Austerlitz en ce jour de départ en vacances. Séquence partagée sur Twitter par Paul Larouturou de LCI. Hop, là ça va retentir dans toute la gare en direct. Voilà. À part station, bouton gong. Voilà. Je reste appuyé dessus. Vous allez entendre déjà. Okay. Je reste appuyé, vous allez voir. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Clément Beaune, le ministre des Transports. Je vous souhaite de bons départs en vacances et pour faciliter les choses, nous allons mettre en vente dès aujourd'hui 200 000 billets à 19 € sur tous les intercités de jour et de nuit. Alors essayez d'en profiter au maximum et puis surtout respectez bien les consignes de sécurité pour que tout se passe bien. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Signalez tout colis ou bagage qui semble abandonné. Toute la SNCF est mobilisée aujourd'hui. Merci beaucoup et bonnes vacances à tous. Alors, la séquence se veut sympathique, même si elle attire quelques commentaires agacés sur le thème de la com, des grands enfants qui semblent un peu faire joujou avec le micro. Bref, autre gare parisienne aujourd'hui, la gare de Lyon. Et on rouvre un chapitre qui va beaucoup plaire à Philippe Bilger, figurez-vous, l'ami des félins. Et oui, mesdames, messieurs, on rouvre le chapitre des chats coincés sous des trains avec une nouvelle histoire qui se termine mieux pour le chat que celle de Montparnasse, moins bien pour les voyageurs. Vous allez voir, puisque à la gare de Lyon ce matin, le chat coincé sous le TGV Paris-Nice a été récupéré vivant. Il faut dire que cette fois, on n'a pas laissé partir le train. TGV parti avec 1h30 de retard en gare de Lyon. Il a notamment fallu couper l'électricité pour aller récupérer le matou qui s'était échappé de la sacoche de sa maîtresse, terrorisé par l'affluence en gare. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, on en parlait il y a quelques jours, on le rappelle, après l'affaire de la gare Montparnasse qui s'était beaucoup moins bien terminée pour un autre chat sous un autre TGV, le Paris-Bordeaux, la SNCF venait d'être condamnée à 1 000 € d'amende et 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune des deux plaignantes. Alors sans doute ce jugement a-t-il servi de leçon, hein. Après tout, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. En tout cas, autant vous le dire, cette décision divise, hein. Après Montparnasse, les défenseurs des animaux avaient hurlé sur les réseaux sociaux, mais cette fois, près la gare de Lyon, ce sont les usagers retardés qui hurlent en ligne qu'on n'aurait pas dû retarder des centaines de passagers pour ça. La plus belle démonstration de l'inanité de la condamnation de la SNCF. On a décidé de donner de l'argent à 2 personnes parce qu'un chat était là. On a nui à tout le monde et ça continue. C'est invraisemblable. Alors je reconnais, si vous voulez, que quand il y a eu la première histoire du chat, je me suis dit, oh quand même, ils auraient pu retarder le train et puis en plus ça aurait fait une super com, le chef de gare ramenant triomphalement le chat. Bref, j'étais plutôt de ceux, et je rends ce point à Philippe, j'étais plutôt de ceux qui pensaient quand même que la SNCF, de ceux qui avaient un bon cœur. Hein, vous êtes toujours bonne pour les dettes. Voilà. Et tout d'un coup, en écoutant Félix, je me dis, mais bon sang, si j'avais été dans ce train, j'aurais été l'école de rage. Alors voilà. Mais le chat est vivant. Je reconnais que vous m'avez mis face à mes contradictions, c'est affreux. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ah bah moi aussi. J'aime bien les chats. Ah bon Oui, moi ça m'avait choqué quand même l'histoire de Montparnasse. Mais par contre, je pense qu'il faudrait mettre une amende à la personne qui a perdu le contrôle de son chat. Parce qu'il y a quand même un gros coût pour la SNCF. Ah oui, il y a un coût pour la SNCF. Mais en même temps, excusez-moi, on parle du retard, mais vous avez du retard sans qu'il y ait des chats que ce soit sur les rames. Oui, c'est pas la peine d'ajouter celui des chats. Non, mais excusez-moi, on est dans du... Non, mais je ne gêne pas que pour retrouver un chat... Non. On nuise à l'ensemble d'une communauté ferroviaire, j'ose dire, pendant 1h30. Et peut-être qu'il y a un autre chat qui est mort à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il n'a pas eu à manger, hein, on peut tout imaginer. Non, je sais quelle passion les Français ont pour leurs animaux domestiques et qui font souvent partie de la famille. Et voilà, donc non, ça ne me gêne pas. Je comprends que ce soit... tu les laisses pas échapper en pleine gare. Ce soit très relou. Je pense que pour les passagers, c'est très chiant, mais non, ça ne me dérange pas. Mais après, chacun ses convictions. Non, mais c'est intéressant parce que je me disais pouvoir roter 1 heure.
attendre 1h30, je me disais que c'était un argument décisif. Mais l'émission est sur de bons rails, en tout cas. Non, mais suppose, c'est un avocat qui doit aller plaider pour son client, qui est condamné, tu peux imaginer beaucoup de conséquences affreuses, il a raison. Mais vous savez, quand il y a de l'amour, à mon avis, voilà, c'est l'amour des animaux, ça ne se commande pas pour certaines personnes. Mais je me découvre altruiste. Voilà. Allez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce miel est en train de me tomber dessus. Dans un instant, allez, on fait une petite pause. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Il y a du débat et du débat à l'antenne et hors antenne. Et c'est ça qui nous nourrit tous les jours avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, René Chiche. Et puis on arrive finalement, quand on débat les uns avec les autres, peut-être à faire changer d'avis, en tout cas à repousser un petit peu les limites. On parlait du chat, de ce chat et de ce train. La SNCF a accepté de récupérer un chat pour cette fois-ci. Et c'est vrai que ça a mis le train en retard d'1h30. Et c'était une grande conversation. On était à un poil de l'accord. On était mais je l'ai déjà fait, donc je c'est l'exemple de Philippe. Vous avez un bon exemple. Voilà, en tout cas, on n'a pas vraiment trouvé de consensus, mais au moins on s'approche. Consensus, encore un sujet un peu tendancieux. En 3 mots. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses, on discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger voulait revenir sur une séquence avec Christine Kelly, Marc Menant contre Marine Tondelier, avec cette plainte qu'il dépose contre la députée. Je trouve, en effet... Présidente d'Europe Écologie et Marc Menant et Christine Kelly ont décidé de porter plainte contre Marine Tondelier parce que celle-ci avait affirmé que CNews véhiculait une idéologie néo-nazie. Ils ont pris pour avocat l'excellent Gilles-William Goldnadel, et j'ai bien aimé, il est scandaleux qu'une responsable de parti politique qui est inscrit, j'ai utilisé le terme qu'adore Elisabeth Borne dans l'arc républicain, sorte une ânerie intellectuelle et historique de cet acabit. Et j'ajoute ce que j'aime énormément dans la plainte, c'est que pour une fois, ces gens qui disent n'importe quoi, et c'est odieux, objectivement, ne vont pas être protégés par leurs propres énormités. La plupart du temps, on a une personnalité, ça peut être à droite, à l'extrême droite, c'est souvent à l'extrême gauche, qui profère une ineptie totale sur tous les plans, mais on se dit, c'est tellement énorme, c'est pas la peine d'attaquer, et résultat, on les laisse tranquilles, et là, c'est très positif. Est-ce que c'est pas la banalisation du nazisme, ça? Parce qu'on balance néo-nazi... J'allais dire la banalisation de la sottise, surtout. Mais en général, j'aime pas tellement les procès. C'est pas tellement parce que c'est énorme qu'on leur fait pas de procès, c'est parce que nous préférons, en général, nous battre par l'argumentation que par le procès. Mais, je pense que j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, nous, on vit dans un monde de gens informés, qui lisent avant de se faire une opinion. Mais les insultes finissent par porter. Et particulièrement, il ne faut pas laisser évidemment passer nazi, parce qu'il y a des gens tout à fait de bonne foi. Si vous voulez, par exemple, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais Causeur, c'est un journal fasciste. » Ils ne l'ont jamais lu. Ils ne l'ont jamais même ouvert. Mais ils ont entendu des gens le dire. Et finalement, ces calomnies et ces insultes finissent quand même par porter. Et ça, c'est pour ça que là encore, je suis un peu partagée, Philippe, parce que vous me disiez non quand je vous ai dit « C'est pas là qu'on a envie de régler nos problèmes ». Mais Elisabeth, là où vous rêvez, si je peux me le permettre, les gens ne veulent pas contredire par l'argumentation. Généralement, ils adorent le procès, mais les scandaleux propos sont souvent protégés parce qu'ils sont trop grands, ils sont trop énormes. René Chiche, néo-nazi. Non, et moi je suis d'accord avec Philippe Bilger. Là, franchement, la libération de la parole va parfois n'importe où. Je veux dire, néo-nazi, c'est quand même... C'est incroyable de dire ça. En plus, on se demande pourquoi elle cible CNews. C'est comme quand on dit parfois, malheureusement, que Sud Radio est une radio d'extrême droite. C'est incroyable d'entendre ce genre de discours.
Et en plus, maintenant, pour reprendre CNews, alors il y a Sophie Binet qui ne veut pas parler à CNews, et maintenant c'est Marine Tondelier qui dit que CNews véhicule une idéologie néo-nazie. J'ai l'impression quand même une sorte d'opération un petit peu coordonnée vers cette chaîne. Elisabeth Lévy, on passe à votre tour de table. Un fléau français, le déni. Non mais alors je vois qu'il reste très peu de temps. Je vais très vite. Je suis juste frappé par le fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça grave, alors ça peut être dans une autre nature, les attentats islamistes, si vous voulez, donc au moment de Charlie, on découvre avec stupéfaction qu'il y a une partie des jeunes Français issus de l'immigration qui détestent leur pays, qui vivent dans un état de sécession culturelle. Enfin, on le découvre, nous on le savait, mais la France le découvre. Et les autorités le découvrent, ou font mine de le découvrir. Et puis 2 jours après, ou une semaine après, c'est fini, les pauvres, c'est la politique de l'excuse, oui mais il faut comprendre, on leur a fait beaucoup de mal, l'apartheid, tout ce que vous voulez. Et là, pareil, pendant une semaine, il y a une espèce de... On ouvre les yeux sur ce qui se passe, d'accord, qui est quand même une sécession en partie culturelle, qui n'est pas la seule dimension. Et là, depuis 2 jours, les contre-feux, Darmanin nous dit que pas du tout, c'est le Stade de France. Il nous dit d'ailleurs que c'est qu'il y a aussi des Kevin et des Matteo. Donc quand il veut parler de la France de souche, il dit Kevin et Matteo. C'est presque drôle. Si vous voulez, c'est la France mondialisée, en fait. Et donc, ça y est, c'est fini. On remet la poussière sous le tapis. L'édito du Monde sur la dérive de la droite républicaine, parce que la droite républicaine, tu l'as lu, vas-y Philippe. Oui. Non, mais voilà, parce que la droite républicaine désigne ce qui s'est passé comme une sécession, effectivement, en partie ethnique. Bref, c'est fini, on a de nouveau, et là, on a eu le droit à une semaine de lucidité. Je suis frappé. Votre tour de table, René Chiche, c'est sur l'affaire JDD, Geoffroy Lejeune. Absolument. Même si je ne partage pas les idées de Geoffroy Lejeune, dont j'apprécie néanmoins les qualités intellectuelles et journalistiques, je trouve que cette histoire est quand même incroyable. D'abord, le JDD a été repris par Vincent Bolloré. Donc, c'est le propriétaire du journal qui a le droit, on est quand même dans une démocratie, dans un marché de libre entreprise, il a le droit de nommer qui il veut à la direction de la rédaction, même si ça peut éventuellement heurter certains membres de la rédaction actuelle du JDD. Mais je vous signale que dans le journalisme, comme vous le savez, on a la clause de conscience, la clause de cession, c'est-à-dire qu'on peut partir, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, si on n'est pas d'accord avec la nouvelle ligne éditoriale éventuellement d'un média, on peut partir en ayant en plus une indemnité. Et une médaille de la résistance. Absolument. D'ailleurs, ce qui a été le cas lorsque iTélé a été racheté par Bolloré, je ne sais pas combien, 80% des journalistes sont partis avec des indemnités, etc. D'ailleurs, entre nous, c'est pas parce que 80% d'une rédaction s'en va que le média meurt, parce que vous êtes derrière plein de journalistes qui viennent prendre la place des autres. Mais je ne les trouve pas tellement courageux en plus. Et en plus, je partage pas du tout les idées de Geoffroy Lejeune, encore une fois, mais je les trouve pas courageux, moi, ces membres de la rédaction du JDD. Parce que d'abord, ils n'ont même pas voulu le rencontrer. Je ne pense pas qu'ils soient aussi bêtes que ça pour vouloir mettre en ligne au JDD la même ligne éditoriale que Valeurs Actuelles. Je ne pense pas. Il sait que le JDD, quand même, a une histoire, a un ton, exactement. Troisième chose, il faut pas oublier que qui c'est qui fait la loi dans les médias, finalement, la presse. Qui c'est qui l'a dit? Qui fait qui avant la loi? Voilà, qui fait la loi, finalement, dans les médias et dans le marché de la presse? C'est le lectorat. Donc, si le lectorat du JDD trouve que par hasard, Geoffroy Lejeune aurait distillé une nouvelle ligne éditoriale trop droitière à leur goût, bien les lecteurs du JDD fuiront. Et non seulement les lecteurs, mais aussi les auditeurs, les annonceurs, pardon, excusez-moi. Et dernière chose, pour être encore plus courageux, vous savez que des fois, il y a des journalistes qui créent eux-mêmes leurs journaux. Regardez, Science et Vie, ils sont partis, ils ont créé un nouveau journal qui s'appelle Epsilon. Il y a 40 ans de ça, Jean-François Kahn, il est parti des nouvelles littéraires, parce qu'il trouvait que Tesson avait une ligne un peu trop droitière. Voilà, et il a créé l'événement du jeudi. Pardon René, réaction vite. Moi, ce qui me choque, moi j'aime beaucoup le courage de Vincent Bolloré. Et je trouve dommage que Arnaud Lagardère n'ait pas utilisé un argument d'efficacité économique qui ne tient pas beaucoup, me semble-t-il. Il aurait dû dire: un point, c'est tout. Je nomme Geoffroy Lejeune, je fais ce que je veux. Il me plaît, je le nomme à la tête du JDD. S'il ne l'a pas encore dit comme ça, il va le dire. De toute façon, on le connaît. Lui, malheureusement, il ne le dira pas. Non, mais enfin,
Ce sera comme ça. Simplement, moi, ce qui m'a frappé, que les journalistes soient pas contents. Ils ont l'habitude de bosser dans le journal qu'on achète avec le poulet rôti du dimanche. Oui, ils sont pas contents parce qu'ils ont peur. Ils savent pas. D'ailleurs, on sait pas ce qu'il va faire. Mais ce qui m'a frappé, c'est le banc. Dans l'état où est la France, le banc et l'arrière-banc de l'intelligentsia, avec des signatures que j'aime beaucoup et qui m'ont fait de la peine. J'ai eu de la peine de les voir là, qui a signé une pétition complètement délirante, comme si le grand problème de la France, c'était quoi? C'était Geoffroy à la tête du Sans oublier l'intervention de la ministre de la Culture. Ah bah oui, mais celle-là, elle n'aura pas une. Voilà, pardon. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec Frédéric Dabi qui sera avec nous. On reviendra sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Marine Le Pen est en tête des personnalités politiques depuis les récentes émeutes. Il nous expliquera tout. Et avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile Deméniba. Et nous allons revenir avec Frédéric Dabi dans quelques instants sur ce sondage IFOP pour Fiducial et Sud Radio, Philippe. Absolument, un sondage qui nous montre que si on compte, suite aux émeutes, les parts de marché, on va dire ça comme ça, ou les parts électorales de la gauche et de la droite, en comptant la majorité dans la droite jusqu'à Reconquête, cela représente 68% du corps électoral, c'est-à-dire les 2/3. Alors on vous pose cette question, est-ce que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui? Chose amplifiée par les émeutes, puisque les partis de la NUPES, quand on regarde cet excellent sondage IFOP, puis excellent puisque c'est l'IFOP bien entendu, ça va faire plaisir à notre invité, a perdu 5%. Vous pensez que la France n'a jamais été aussi à droite? Vous pensez que c'est juste une illusion et que la gauche va remonter? Appelez-nous au 0826 300 300. Et donc pour commenter ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, Frédéric Dabi est avec nous, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes d'accord sur mon commentaire avant, on va faire un tour de table sur le sondage, sur l'IFOP, vous êtes d'accord? Oui, je suis plutôt d'accord Philippe, merci. Frédéric Dabi, comme d'habitude, on fait le tour de table des vraies voix, mais en attendant, juste si vous pouviez nous décrypter en tout cas ce sondage. Oui, cette enquête IFOP fiducial pour Sud Radio, on a posé notre question d'intention de vote européenne, posée au mois de mai, avant les émeutes dans beaucoup de centres urbains, et c'est vrai que ce qui frappe, c'est qu'on a des gagnants et des perdants, un perdant très clair, les forces de gauche, les forces de la NUPES, où le total gauche passe de 35% au mois de mai à 30%, avec une chute la plus forte pour la France insoumise. Ça corrobore l'autre question qui est posée, où on voit que les personnalités qui sont les moins, qui suscitent le plus de mécontentement s'agissant de leur prise de parole au moment des émeutes, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Marine Tondelier, c'est Olivier Faure, 3 des 4 leaders de la NUPES. Le seul qui s'en tire paradoxalement, et c'est très peu surprenant compte tenu de la différence qu'il a fait entendre, c'est Fabien Roussel, qui progresse de 5 points en satisfaction par rapport à une enquête faite pour le Figaro la semaine dernière. Mais c'est vrai que le rapport de force est particulièrement clair, mais oublions les sondages. Moi j'entends très bien les critiques sur les européennes, c'est dans un an, l'enquête est faite à chaud, mais prenons l'élection présidentielle. Prenons d'autres scrutins, jamais le niveau l'étiage de la gauche a été aussi faible à l'élection présidentielle. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon certes, mais le total gauche était un des plus faibles sous la 5e République. C'est vrai que votre question, est-ce que c'est le pays qui se droitise ou est-ce que c'est que le peuple de gauche est orphelin d'une gauche NUPES qui ne la représente pas? Moi je suis frappé de voir que on a un centre de gravité idéologique du peuple de gauche, des sympathisants de gauche, qui est moins à gauche, qui est moins radical, qui est moins extrémiste, par exemple, que la France insoumise. Et c'est vrai, et j'en aurais fini, que moi je ne compte pas redescendre complètement dans le bloc de droite, parce qu'il y a aussi une dimension de gauche. Mais quand on regarde le total des intentions de vote pour la liste républicain, Debout la France, Reconquête, RN, on est à 48%, c'est du jamais vu. Philippe Bilger. Frédéric, une double interrogation rapidement exprimée, j'espère. L'étiage de la gauche est faible, mais est-ce que cette manière de constituer un cumul des convictions de droite n'est pas un peu artificielle dans la mesure où ces familles dites de droite sont assez différentes les unes des autres? C'est ma première question. Et la seconde, en ce qui concerne Marine
Marine Le Pen, évidemment, techniquement et politiquement, elle me semble faire un sans faute, à cause, évidemment, de l'outrance et de mon point de vue, des délires de l'extrême gauche, mais j'ai l'impression que ça ne va pas suffire forcément pour cette personnalité qui est toujours bonne avant les moments cruciaux pour la faire gagner en 2027. C'est une double question et est-ce que vous pouvez y répondre? En tout cas, la première, Frédéric, oui. La seconde vous contraindra à sortir de votre déontologie impeccable. Non, c'est pas une question de déontologie, mon cher Philippe, et je vous salue, c'est que vos questions sont extrêmement approfondies et c'est difficile de répondre en quelques poignées de secondes. La première question, c'est-à-dire, oui, il y a des droites diverses. Oui, maintenant, ça se passe à droite, ça se passe maintenant partout. Il y a une droite chez Macron, il y a des électeurs de droite du côté du Rassemblement national, il y a une droite canal historique LR qui s'en tire bien dans ce sondage, mais prenons un sondage un peu plus ancien, la radioscopie du vote RN qu'on en a fait ensemble pour Sud Radio et le journal du dimanche. J'entendais Elisabeth parler du JDD tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une question qui a beaucoup marqué sur l'adhésion à différentes affirmations sur la société, où on voit, je le dis de manière un peu directe, mais que la droite a gagné la bataille culturelle, que les clivages se sont effondrés et que l'imaginaire de droite, je dirais, pénètre l'ensemble du corps électoral français. Quand vous avez 3/4 des Français qui disent la France est aujourd'hui en déclin, il n'y a pas que des gens de droite qui disent ça, quand vous en avez 82 qui disent la France est un pays de culture chrétienne, quand l'insécurité culturelle, pour reprendre le concept de feu Philippe Laurent Bouvet, est cité par 3/4 des Français. Il ne suffit pas d'être né français pour être français. La France a perdu sa souveraineté. On voit très bien que sur le plan des idées, les idées de gauche ne sont pas minoritaires, elles le sont même parfois majoritaires sur le plan économique, où les Français restent assez attachés au rôle de l'État, restent assez attachés à un État protecteur. On ne va pas revenir sur la séquence retraite de ce début de l'année, mais sur le plan sociétal, sur le plan idéologique, sur toute une série de sujets, ce rapport de force électorale qui est très faible et très compliqué, très malaisé pour la gauche, est le reflet de cette bataille idéologique qui est clairement gagnée ou en tout cas perdu pour la... Elisabeth, vous réagir, en fait, parce que le problème, maintenant on a un problème sémantique. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'idées qui sont tout à fait majoritaires en France, par exemple, ou de notions, par exemple, comme la volonté de défendre la laïcité, le souci de la sécurité, le souci de voir la France rester un pays tel qu'elle est, de rester une république, par exemple. Et même, jusqu'à un certain point d'ailleurs, le souci de régulation de l'immigration sont maintenant décrétés, on dit c'est de droite. Mais alors oui, si c'est de droite, effectivement, c'est la vie qui est de droite, si vous voulez, parce que moi, il me semble que c'est surtout ça, le fait que la gauche ait abandonné, comme elle a abandonné les classes populaires, elle a abandonné les préoccupations des classes populaires. C'est bien ça le problème. Donc moi, je pense que quand on dit gauche et droite aujourd'hui, on parle plus du tout de la même chose. Frédéric Dabi. Non, je partage ce que dit Elisabeth. C'est vrai qu'il y a une gauche qui défendait la laïcité. Quand on prend le changement de pied très spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, qui avait prononcé l'oraison funèbre de Charles, et la manière dont il parle de la laïcité aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est vrai qu'il y a quelques voix à gauche qui sont sur la vision classique laïque. Je pense à, par exemple, Fabien Roussel, je pense à Cazeneuve ou François Hollande, mais il y a une gauche... Non, mais même sécurité. Oui, mais bien sûr, mais attendez, Elisabeth, la sécurité, je l'avais dit sur cette antenne, n'est plus un sujet qui fait l'objet de clivage gauche-droite. Oui. Rappelez-vous la campagne de 2002, quand Lionel Jospin dit, et c'est très intéressant ce qu'il dit, nous avons été naïfs sur la sécurité, car on pensait que la croissance économique, les bons résultats qu'il obtenait sur le chômage allaient mécaniquement faire baisser le sentiment d'insécurité. Il s'est trompé de ce point de vue-là, et c'est vrai que sur toute une série de sujets, le corpus idéologique en matière de sécurité, laïcité, immigration des leaders de la NUPES, des élus de la gauche, est infiniment plus à gauche, ou pour le dire autrement, en décalage, j'ai envie de dire total, avec le corpus idéologique, la vision de la France et du monde des sympathisants de gauche. Et ça explique les scores catastrophiques de l'élection présidentielle et là ces enquêtes préélectorales où quand même on a une gauche à un étiage historiquement bas. Oui, non, beaucoup de choses ont été dites, mais de toute façon,
être de droite, ça veut dire quoi aujourd'hui? Parce que vous avez les fameux concepts qu'on attribue à la droite, comme la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'autorité parentale, des choses comme ça. Il y a même plein de gens de gauche qui partagent ça aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme Fabien Roussel... Fabien Roussel parle du contrôle de l'immigration. Excusez-moi, mais Fabien Roussel, il a quasiment un discours de droite aujourd'hui. Et c'est le chef du Parti communiste, mais pour moi, sa conception, elle est proche de la droite. C'est même une droite un petit peu franchouillarde, un petit peu populaire. Donc moi, je sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui être de droite. En plus, même, il y avait une enquête il y a à peu près une dizaine de mois de la Fondapol qui disait que 48% des électeurs de Macron étaient de droite. Alors moi, je me demande, et je voulais peut-être poser une question, c'est possible, à Frédéric Dabi, est-ce que la France, finalement, n'est pas complètement contradictoire? Parce que les Français, ils sont finalement de gauche, puisque lorsqu'il y a l'État, avec le quoi qu'il en coûte, les aides sociales, les politiques quasiment étatistes, alors là, ils approuvent totalement la protection par etc. Et finalement, ils se disent de droite. Alors, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une contradiction dans l'électorat français? Très court, parce qu'on a beaucoup d'appels. Et on va en prendre deux. La question est trop longue pour répondre de manière très précise. En tout cas, elle est très intéressante. Ce qu'on voit, c'est que les concepts de gauche et droite sont quand même très fortement dépassés. Que les Français ne croient plus au clivage gauche-droite, ça a été le ciment et le moteur, le carburant de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Mais sur beaucoup de sujets, le clivage gauche-droite s'est fortement atténué, pour ne pas dire qu'il a disparu. Les services publics, la question sécuritaire, voire, j'ai envie de dire, l'immigration. Mais on a une droite qui maintenant n'est plus une droite qui est canalisée historiquement par les partis traditionnels de droite. On a une droite, c'est la phrase de Jarry dans Uburoi en Pologne, donc nulle part. Et ben, j'ai envie de dire à droite, donc partout et nulle part, y compris peut-être à gauche. 0826 300 300 avec Richard qui voulait réagir. Bonsoir, rebonsoir Richard. Rebonsoir Richard. Richard, vous nous entendez? Mais Richard, oui, bonsoir. Ouais, gauche-droite. Ouais, mais oui, très bien. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Allô? Allez-y. Allô? Allô, on vous entend très bien. Oui, on vous entend, Richard. Ok. Non. Gauche-droite, moi je pense que c'est dépassé, gauche-droite en fait, puisque maintenant il faut mieux voir plutôt est-ce qu'on est globaliste ou on est plutôt comment privilégier l'Europe ou privilégier la France. C'est plutôt ces questions-là qui taraudent. Souverainiste, il faut. Je pense que c'est un mot péjoratif parce qu'on peut privilégier la France, un État ouvert au monde. Aujourd'hui, avec le conflit de l'Ukraine, quelque part, on s'est fermé à une partie du monde. En restant un appui inconditionnel des États-Unis. Et moi, je suis plutôt les Français. Je pense qu'ils attendent que la France retrouve des projets et retrouve des projets en s'adressant à l'ensemble du monde. On a à faire valoir nos produits, en particulier le luxe et autres. Et aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied en prenant une position politique qui est une posture en fait de soumission. Et je pense que c'est ça qui choque le plus, et c'est là qu'il faudrait interroger les Français. Voilà, moi je pense que la gauche moins sociétale, plus sociale, une droite moins soumise à la finance et plus vecteur de projet, quoi. Et puis tous les deux, ils pourraient faire moins d'assistance et plus de reconnaissance pour les gens, en fait. Restez avec nous, le projet Richard pour la prochaine présidentielle. 0826 300 300. Eric qui nous appelle de Gourdon dans le Lot. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors. J'arrête ma bicyclette, j'étais en train de faire du vélo. Alors, le débat est super, c'est génial. Sauf qu'il y a un petit problème. Notre pays est en train d'exploser et on se demande, là, votre question, votre débat, est-ce qu'on est de droite? Est-ce qu'on est de gauche? J'ai pas la réponse, je suis le français moyen. Je constate que la droite et la gauche, depuis plus de 30 ans de gouvernance, vont nous amener à un climat encore pire que ce qu'il y a aujourd'hui. À mon avis, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas de projet politique derrière l'extrême droite. Il y a des aboiements, il y a des doigts levés. On sait très bien qu'une fois au pouvoir, il n'y a rien qui se passera. Moi, j'aimerais simplement attirer l'attention et peut-être ouvrir un débat. Il y a 2 ans, un consortium de généraux, 200. C'est pas n'importe quoi, 200 généraux. On fait une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron. Il a levé le doigt au ciel, il a fait des gros yeux, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela. Et quand on relit cette lettre, elle est hyper sensée. Ça veut dire, en un mot, attention, messieurs les politiques.
J'ai pas mal baroudé dans ma vie et j'étais à Sarajevo au début des conflits, plutôt de l'explosion de la Yougoslavie. Et j'ai vraiment l'impression de revoir le film. Vraiment l'impression de voir le film. Alors, Eric, on va faire réagir Frédéric Dabi. On va faire réagir Richard de Toulouse qui dit que le principal clivage pour lui, c'est pas droite-gauche, mais si on veut souveraineté, mondialisation, entre guillemets. Et Eric qui nous dit qu'on se dirige vers le pire en France. Est-ce que vous sentez ça, vous, dans les sondages IFOP ? Alors, on le voit dans toute une série d'indicateurs, notamment l'optimisme pour l'avenir qui n'a jamais été aussi faible, notamment le pessimisme de projection, c'est-à-dire le sentiment que ces enfants vivront moins bien que soit au cours des prochaines années. Et je le vois aussi, le discours sur le déclin que j'ai rappelé, c'est-à-dire 77% des Français disent que la France est aujourd'hui en déclin. Quand on quitte un sondage d'opinion qui ne fait que mesurer et qu'on passe à des enquêtes qualitatives où on fait parler les Français, eh ben, on voit que ce déclin est nourri par toute une série d'éléments, forts ou pas forts, mais en tout cas par le déclin de grandes institutions, par la crise que connaît l'hôpital, que connaît l'école. Entre parenthèses, l'armée y échappe quasiment complètement, et c'est des sujets d'inquiétude très fortes. Alors sur l'Europe, quand même, il faut dire quelque chose, que la période Covid et la période Ukraine fait que, je dirais que l'euroscepticisme a quand même reculé assez fortement en France. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le Rassemblement national a mis la pédale douce, si je puis dire, sur le discours anti-européen. Personne ne parle de Frexit à part Florian Philippot et un degré moins de Nicolas Dupont-Aignan, ce qui fait que beaucoup de Français, qui c'est très eurosceptique, hein, la France du non, celle du 29 mai 2005 est largement majoritaire dans notre pays, pour autant, je dirais que le discours anti-européen constitue moins un moteur de mécontentement et le Frexit est complètement minoritaire dans le pays. Une réaction peut-être. Vous me dites que l'euroscepticisme a régressé en France. Moi, ce que je vois sur la longue période, c'est surtout l'euro-enthousiasme qui n'existe plus, y compris parmi les élites. Mais est-ce qu'il existe déjà les discours lyriques d'il y a 10 ans? Mais est-ce qu'on entend un enthousiasme sur tous les sujets? Nulle part. Finalement, Frédéric Dabi, ce que vous nous exposez là ce soir. Bah oui, je trouve que le désenchantement est là, il est lié au contexte que l'on a rappelé, il est lié à cette succession de crises, parce qu'on ne fait qu'enchaîner des crises, crise terroriste, crise climatique, crise Covid, crise de l'énergie et crise ukrainienne avec la guerre au cœur de l'Europe. Donc je vais plomber votre émission, j'en suis absolument désolé, mais la capacité des Français à se projeter dans cet enchaînement de crises fait qu'on a des indicateurs de confiance dans l'avenir qui n'ont jamais été aussi bas. Et c'est vrai que, de la même manière, les Français ne voient pas de réceptacle politique, ne voient pas de personnalité, d'incarnation capable de les sortir de là. On rappelait que dans le baromètre Match, il n'y a plus qu'une personnalité qui a une majorité de bonnes opinions, mais encore, c'est un indicateur qui n'est pas du tout probant. La popularité, c'est Édouard Philippe. On est dans un désenchantement, une crise du résultat et un récit que font les Français de la dernière période en termes politiques qui est absolument dévastateur. Échec du quinquennat Sarkozy, échec du quinquennat Hollande et déception très forte de l'ère Macron. Non, il ne voulait pas plomber l'ambiance. C'était super. Merci Frédéric. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça n'est pas fini, on est encore ensemble pendant quelques minutes au 0826 300 300 avec Philippe Bilger, René Chiche et Elisabeth Lévy et on est ravis de les avoir aujourd'hui avec Simon qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir Sud Radio. Et bonsoir. Bienvenue de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, qu'on aime beaucoup. Votre réaction sur cette question du jour, est-ce que la France est à droite ? Alors, juste une petite remarque de ma part. Très heureux de participer à la dernière de la saison, et qu'il n'y ait pas Madame Françoise Delgois, la dogmatique, qui veut toujours avoir le dernier mot, premièrement. Non, c'est une adorable socialiste, monsieur. Non, pour dire la gauche et la droite, effectivement, ce n'est plus d'actualité. Et effectivement, ce qu'a dit l'auditeur précédent, là, Richard, concernant le souverainisme et l'européisme, effectivement, c'est sur ce domaine-là qu'on doit agir et imposer à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, du moment où ils arrivent aux affaires,
d'imposer en priorité de prendre tout ce qui est de la sphère régalienne à son compte. Et pour ça, il faut effectivement de temps en temps changer quelques textes et pour faire plaisir à quelques souverainistes, pour pouvoir contrecarrer des décisions européennes qui justement nous musellent pour justement pouvoir recouvrir ce domaine du régalien. Voilà, moi je pense que c'est vraiment la priorité avant toute chose, parce que les gens sont demandeurs. On voit bien que l'insécurité est galopante, que ça crée des problématiques et des divisions, des divergences de tout à fait insolubles, avec chacun campé dans une idéologie trop, je veux dire, dogmatique en l'occurrence. Donc il faut dépasser tous ces clivages-là pour arriver à quand même un résultat qui puisse au moins satisfaire une grande majorité de gens et que ces gens soient réconciliés avec la politique. Si on ne fait pas ça, je pense que les problèmes qu'on constate vont persister et la démocratie va être encore plus... Un mot court, René Chiche, pour répondre à Simon de Perpignan. Justement, Simon, est-ce qu'il y aurait quand même une personnalité dans le paysage politique qui pourrait finalement vous convaincre et emporter votre voix? Exactement. Disons que la personnalité, ça sera celle qui prendra à bras le corps, et non pas comme toujours des promesses en l'air, qui prendra à bras le corps tous ces domaines-là et qui sera vraiment décidée de dire à l'Europe, attendez, nous on est d'accord sur ça, là on n'est pas d'accord, donc on reprend la main. Mais vous en voyez une actuellement dans le paysage politique qui pourrait répondre à vos aspirations ? Pour l'instant, pas vraiment. Mais bon, voilà, la difficulté, c'est que tout ce paysage politique existe depuis bien trop longtemps. Monsieur Macron, effectivement, l'illusionniste, puisqu'il s'est permis de parler du magicien dont j'ai oublié le nom. Hein. Voilà, lui, il a été encore pire que tous les autres, puisque lui, il a essayé de faire croire que justement, il allait être ce personnage-là. Et voilà, et la déception est encore plus grande. Voilà, donc pour l'instant, malheureusement, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui se détache. Disons qu'il faudrait presque un mix de certains courants politiques, de certaines personnalités, et les mettre à des postes qui leur conviennent le mieux. Voilà, et donc je vous propose René Chiche, Elisabeth Lévy et Philippe Bilger. Merci mille fois, Simon. Merci de nous avoir appelés de Perpignan. Merci Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Elisabeth Lévy. C'était notre dernière, Cécile. Absolument. Et hier, les vraies voix, vous en particulier, m'ont fendu le cœur, puisque vous pleuriez mon absence d'un jour. Là, comme on ne va pas se voir pendant un mois et demi, je vous ai acheté 45 paquets de Kleenex. Ça en fait un par jour, vous voyez. Parce qu'on m'a dit que vous ne vous remettiez pas de partir en vacances, et ça m'a fait mal au cœur. Donc vous en avez un paquet par jour pour jusqu'à fin août. Mon Dieu, mais il y a le sollicitude. Il ne connaît pas les pleurs au propre et au figuré. Non. Écoutez cette chanson, j'ai envie de vous dire. En tout cas, à tous, merci à notre équipe formidable, merci à Justine, merci à Aurore, merci à Aude, merci à Zach, merci à Benoît, merci à Félix Mathieu pour cette belle saison avec vous, merci Philippe Bilger de nous avoir accompagnés tous les jours, merci René Chiche, merci Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Sophie Gauguin, tous ceux qui viennent chez nous, bien entendu, Tom Conan et j'en passe. Et moi je vous applaudis, je vous applaudis tous les deux. On peut les applaudir. Bravo à Cécile et bravo à Cécile et à ces deux Philippe. C'est une pièce de théâtre qui passera à Lyon, ça s'appelle Cécile et ses deux Philippe. Et les décors sont d'Erskine Calway. Voilà. Et merci à Patrick Roger et à Frédéric Jouve de nous faire confiance. Et on vous retrouve en septembre. On vous embrasse. Vous, Cécile, moi on me retrouve lundi, mais là je reste pour les vrais mots du soir, parce que lundi je remplacerai André Berkoff. Merci Philippe, David, j'étais ravi de faire cette saison avec vous. Et bonnes vacances à tous.